Bonjour, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette session appelée comment construire un vrai impact pour l'Afrique grâce aux banques commerciales et aux banques de développement. Avec la COP de cette année, il y a aussi une promesse pour avoir du financement. Et la semaine dernière, on est arrivé à 100 millions et on a compris qu'il était nécessaire d'avoir des financements pour l'atténuation du changement climatique. Le climat, aujourd'hui, estime qu'il va falloir 200 millions de dollars ou plus pour rétrécir cet écart. Aujourd'hui, ce dont nous allons parler, on va parler de finances et de transition climatique. Comment est-ce que les banques commerciales africaines peuvent prendre la main? Il y a un manque d'expérience dans les données climatiques. Il y a également plusieurs problèmes concernant les stratégies qui ont été mises en œuvre. Donc, ce sont les questions que nous allons poser. Je voudrais inviter Souad El-Ouazani. Elle est spécialiste de durabilité et sujets en durabilité. Souad El-Ouazani, associé à Forvis Mazars. Bonjour tout le monde, je suis ravie d'être parmi vous aujourd'hui et de faire partie de cette discussion sur comment les banques peuvent aider dans ce programme climatique et financier. Il y a un consensus que le financement climatique est la clé pour avoir une résilience, une intelligence dans le développement économique. Ça peut soutenir la transition climatique. Il y avait beaucoup de discussions autour de ce sujet, beaucoup de directives, beaucoup de projets en cours en relation avec les fonds propres, les activités d'investissement, les objectifs d'atténuation. C'est important, mais comme nous le savons tous et que tous, nous les Africains ou le continent africain a 4% des émissions en effet à gaz à effet de serre. Et pourtant, on doit aujourd'hui faire partie de l'atténuation de ce risque et nos économies, nos sociétés ont besoin de faire face à ces chocs climatiques. Nous savons que ces événements extrêmes vont devenir plus fréquents. Il faut qu'on ait le financement pour développer des outils de résilience, d'adaptation pour nos sociétés, pour notre économie. Nous savons également que nous sommes en train de faire face à un manque d'infrastructures. Nous avons également des sociétés qui ont un certain niveau de vulnérabilité, qu'elles soient sociales ou individuelles. Et enfin, le financement climatique favorise aussi des actions plus larges. Alors, petit aperçu, paysage de ce qui se passe dans le financement climatique. Nous parlons de 43,68 milliards en moyenne annuelle, 48% d'augmentation entre 2019 et 2022. On a déjà les sources plutôt internationales qui fournissent 87% du financement climatique africain. L'investissement étranger direct, pour lui, est estimé à 43%. Il y a une partie de l'adaptation, de l'investissement dans l'adaptation, qui est de 32% en Afrique versus une partie qui n'est que de 1 ou 14% autre part. Et
nous avons une vraie vulnérabilité. Donc, malgré ces tendances négatives, positives, il y a des défis. Le premier, c'est la mise à échelle. Nous avons beaucoup parlé de scale-up. Nous savons que ce n'est pas assez. Tous les fonds que nous avons ne sont pas suffisants. Nous le savons. Nous en avons discuté lors de la COP. Et les fonds dont l'Afrique a besoin, les flux du financement climatique doivent être minimum doivent quadrupler d'ici 2030 pour répondre aux besoins en investissement. Les banques commerciales pourraient aider à rétrécir cet écart parce que pour l'instant, il ne représente que 18% des fonds disponibles. Et comme nous le savons, il y a en Afrique 2,4 trillions de dollars américains de banques d'assurance et d'actifs de pension et donc il y a vraiment de l'espace pour l'amélioration et pour les banques commerciales qu'elles aident à mettre à échelle ces fonds. L'autre défi, c'est la vulnérabilité. 51% de ces fonds sont en forme de dette et l'Afrique est une région avec une vulnérabilité très élevée en dette. Cette partie de dette dans le fonds est aussi beaucoup plus élevée que ce que nous voyons dans d'autres régions. Encore une fois, les fonds en interne peuvent jouer un rôle pour réduire cette exposition et changer le taux de risque. Le dernier défi, c'est l'impact. Ces fonds sont concentrés dans certains secteurs. Par exemple, 87% des fonds vont à tout ce qui est agriculture, forêt et le secteur de l'énergie, celui du transport, peut-être aussi même celui de l'industrie. Concernant maintenant la finance en adaptation, la plupart des fonds vont au même secteur, l'agriculture, le secteur forestier, tandis que des secteurs hautement vulnérables au changement climatique comme la construction et l'infrastructure, eux, reçoivent moins de fonds. Et donc, il y a également cette question d'améliorer l'impact. Les banques commerciales sont au cœur de la solution. Il y a un vrai avantage pour bénéficier de tout ce qui est en train de se développer dans cette industrie en termes de financement de concessions et d'autres instruments qui sont disponibles et le rôle qu'ils peuvent jouer pour la transition, pour aider dans la transition, comme nous l'avons vu, aussi pour la durabilité dans leur stratégie, inclure la stratégie dans leurs décisions financières, dans leur stratégie de développement, d'investissement, pour diriger par exemple des projets à basse empreinte carbone. L'adaptation est un défi crucial. Comme je l'ai mentionné, les banques peuvent aussi jouer un rôle dans le développement d'un cadre pour avoir des opérations amies de l'environnement ou respectueuses de l'environnement. Je voudrais conclure en faisant référence à une étude qui a été publiée par Climate X qui a mentionné que les top 50 des banques commerciales dans leur adaptation, maturité en adaptation, ça veut dire comment est-ce qu'ils agissent, comment est-ce qu'ils déploient leurs efforts en adaptation climatique et le résultat de cette étude était qu'il y a vraiment un niveau très bas d'engagement avec l'adaptation climatique de la plupart des banques et que celles qui sont en train de devenir un acteur dans cette adaptation climatique sont les banques européennes et c'est largement à cause du cadre réglementaire qui les pousse à évaluer beaucoup mieux les risques physiques, climatiques et qui les inclut dans leur portefeuille client. Merci beaucoup, Souad, pour cette présentation d'ouverture. Et j'attends impatiemment les échanges à venir. Si je pouvais maintenant inviter
les autres membres de notre équipe à monter sur scène et je vais les présenter. Nous avons Bangui Konane qui est le gérant de l'association des banques d'Arabie Saoudite. Nous avons Abdemoun aussi qui travaille pour Coros Bank International en Côte d'Ivoire et Leila Modine qui est directrice des institutions financières, qui est directrice principale en finance durable du groupe des institutions financières de l'IFC. Malheureusement, M. Oscar Humberto, le gouverneur de la Banque centrale de Cap-Vert, n'a pas pu nous rejoindre. Leila, nous allons commencer par vous. Pour ce qui est de comment construire un fonds de durabilité avec les institutions financières, je me demande si on peut voir ce qui se passe jusqu'ici en Afrique. Pouvez-vous nous dire ce qui a marché jusqu'ici? Quelles sont les meilleures pratiques à travers le monde en termes de banque commerce afin d'encourager les banques commerciales à s'engager dans ce processus et à mettre en œuvre des changements sur le terrain? Merci beaucoup. Bonjour. Je crois que c'est important de commencer par une statistique qui nous fait vraiment réfléchir et qui explique pourquoi nous voulons nous concentrer sur leur rôle dans le financement de la transition climatique. Un sondage effectué par le groupe de la Banque mondiale a découvert que, au niveau mondial, nous avons plus de 60% des banques qui ont déclaré avoir moins de 5% d'actifs écologiques dans leur portefeuille et environ un tiers des banques commerciales dans le monde n'ont pas d'actifs écologiques. Nous avons donc un long chemin à parcourir, mais nous sommes également optimistes car de plus en plus de banques sont conscientes et veulent faire partie du mouvement mondial pour le changement climatique. Évidemment, les banques fonctionnent à l'intérieur des pays. Généralement, il y a des ingrédients qui doivent venir du pays. Le pays doit avoir un aperçu clair de ce qui se passe. Un bon plan d'investissement. Les banques savent où investir. Ensuite, il y a évidemment le rôle des régulateurs en termes de création de taxonomie afin que tout le monde comprenne ce qui est vert, ce qui est bleu, qu'est-ce que la transition. Et quand on parle aux clients, tout est très clair, on parle la même langue des deux côtés. Les régulateurs doivent également offrir des directives aux banques sur la gestion de leur portefeuille, comment passer du brun au gris, comment gérer les risques physiques, les risques de perte pour leur portefeuille dus aux effets du changement climatique. C'est extrêmement important dans les pays en voie de développement et encore plus en Afrique. L'Afrique n'est pas un gros émetteur, mais beaucoup de nos pays subissent les effets du changement climatique. Les associations industrielles ont un grand rôle à jouer à la fois en tant qu'acteurs majeurs du débat, mais aussi en tant que voix à cet égard. Quelles que soient les taxonomies et les réglementations en place, ils travaillent dans le contexte du pays. Ensuite, les banques centrales aident avec la gestion des risques afin de sensibiliser les banques à leur exposition et de les aider à identifier les opportunités d'investissement vert afin qu'ils puissent équilibrer leur portefeuille et continuer à grandir. Enfin, dans ce contexte, les banques doivent définir des objectifs clairs pour eux-mêmes et avoir une stratégie de gestion à la fois des risques liés au changement climatique
et d'identification des opportunités de croissance. Une tendance très importante actuellement consiste à se concentrer non seulement sur l'écologie, mais sur contribuer à la transition climatique vers plus de durabilité. Ils ont besoin d'un cadre gouvernemental clair et d'attribuer des ressources. Les personnes responsables de la gestion du portefeuille et de l'identification des opportunités. Bangui, pour revenir à vous, en Afrique du Sud, cela se passe depuis longtemps maintenant, particulièrement que les banques sont encouragées à penser investissement et de transiter du charbon aux énergies renouvelables. Il y a un vrai changement en termes de protection des banques, en termes de capital et de prérequis et d'absorber les chocs climatiques. Oui. Pour l'Afrique du Sud, ça fait longtemps que nous faisons cela. Pour le cadre a beaucoup aidé parce que les banques sont devenues un partenaire du gouvernement en créant les textes. Une fois que qu'on a créé ce cadre, c'est devenu plutôt le comment et le pourquoi. Et le comment, pardon, pour voir comment les banques, qu'est-ce qu'elles ont avancé et comprendre à tous les niveaux. Parce que eux, en tant que banque centrale, doivent être concernés par tout ce qui est stabilité financière, quel que soit le besoin, son urgence, de passer plutôt vers la durabilité. Il est important d'avoir tout d'abord la durabilité financière des institutions qui régulent. Ensuite, cela nous mène au fait de s'assurer que les entités régulées, les banques, continuent à profiter et continuent à avoir une rentabilité en utilisant leur capital de façon appropriée. Et cette question d'utiliser les fonds de façon appropriée est plus importante en Afrique parce que aujourd'hui, ils utilisent le capital en se basant sur des règles. Et ils ont des conseils et des directives et des règles d'utilisation de ce capital. Donc, ce n'est pas juste les banques qui font ce qu'elles ont à faire, mais elles doivent équilibrer aussi, équilibrer en termes d'architecture financière contre leurs fonds, leurs réalisations pour leurs parties prenantes en incluant les actionnaires. Et donc, souvent, il est difficile, c'est une position assez difficile, c'est complexe parce que même si vous voulez rapidement passer vers la durabilité, vous savez qu'il faut créer un parcours graduel qui vous permet d'utiliser votre capital de bonne façon et qu'il y a une responsabilisation. Et en même temps, vous assurez qu'il y a des niveaux de transparence dans ce que vous faites et que ces niveaux-là soient élevés. Donc, c'est un équilibre tout le temps. Vous avez les régulateurs ou les autorités réglementaires, vous avez les agences de standards, vous avez les investisseurs qui veulent profiter, qui veulent une rentabilité. Et dans tout ça, il faut prendre des décisions simultanées. Pour revenir à vous, Abdelhamine, selon vous, dans la Côte d'Ivoire, comment est-ce que vous pouvez me dire où est-ce que vous en êtes en termes de climat et d'agenda de durabilité? Quels sont les progrès que vous avez réalisés et de quoi vous avez besoin pour réaliser ce qui est réalisé? Merci infiniment. Pour la Côte d'Ivoire et la région, je dirais que pour l'instant, nous avons un certain nombre de sources financières, de réseaux qui vont mener ce développement durable. Il y a certaines façons pour l'approcher. Et nous avons aussi un alignement, stratégie et
objectifs de développement. On est en train d'essayer d'adapter le cadre national avec des initiatives comme en s'alignant avec l'accord de Paris, par exemple. Il faut qu'on ait des cibles bien claires et qu'on établisse des objectifs mesurables, des projets verts. Nous avons également besoin de développer nos produits financiers verts. Nous avons les obligations vertes, les green bonds, qui doivent être développées. Nous en avons très peu en Côte d'Ivoire et dans notre banque centrale. Donc, il va falloir avoir des obligations dédiées à financer ces projets verts. On a aussi besoin d'avoir des crédits durables avec des termes préférentiels pour les business qui adopteront l'énergie renouvelable ou les pratiques durables. On a besoin de produits d'assurance climatique pour avoir une atténuation de risque en termes de climat. Nous avons également besoin de favoriser les PPP, les partenariats publics-privés, et cela demandera une collaboration plus importante, intergouvernementale, entre les différentes organisations et les entités privées pour cofinancer ces projets. Il faut plaider pour des stratégies environnementales qui encouragent l'investissement dans le secteur vert. Nous avons également besoin d'améliorer l'inclusion financière pour soutenir les institutions de microfinance qui autonomisent les petits agriculteurs avec des technologies résilience climatique. Par rapport à ce point, je voudrais mentionner que notre banque, Covis Bank, elle est très concentrée sur tout ce qui est PME et microfinance et nous sommes en train d'améliorer cette partie de notre organisation. Nous voudrions également utiliser des plateformes numérisées pour fournir du financement pour les solutions d'énergie renouvelable dans différents domaines comme celui des systèmes solaires. Nous demandons aussi, ou nous sommes en train de mettre en place un investissement dans le renforcement de capacités, où nous parlerons d'inclusion financière. Nous devons former notre personnel, nos clients. Nous devons également nous former nous-mêmes sur l'importance du risque, de la gestion de risque en termes de climat et de l'investissement durable. Nous avons aussi besoin de fournir une assistance technique aux petites et moyennes entreprises en adoptant ou qui adoptent les technologies vertes. Nous encourageons également l'intégration du risque climatique dans la prise de décision, comme par exemple l'utilisation, l'évaluation du risque climatique pour évaluer l'impact environnemental dans les investissements et les crédits. Donc, on a besoin de soutenir l'innovation climatique, ainsi que les campagnes de plaidoyer et de sensibilisation. Ceci va appeler à promouvoir les problématiques du changement climatique parmi les parties prenantes, y compris les employés et les communautés, ainsi que les parties prenantes. Nous devons bien sûr nous compter sur l'analytique et aussi de mesurer l'impact de nos rapports. Bien sûr, nous appelons à la publication régulière de rapports climatiques concernant les initiatives et les résultats relatifs au climat. Ceci est pour dire que en mettant la durabilité au cœur de nos opérations, les banques commerciales, en particulier dans les zones chaudes en Afrique, pourront transformer et avoir un impact sur la gestion climatique. Merci beaucoup. Je vais être un petit peu un journaliste cynique pour une minute. En fait, je suis payé pour être cynique. Nous avons déjà vu l'annonce ou le manque d'annonce lors de la COP cette année. Et même avant la COP, nous parlions avec des banques internationales aux réunions de FMI. On s'est rendu compte qu'il y avait vraiment un retrait. Les banques sont vraiment concentrées
Donc les banques vont jouer le parti et le secteur privé a vraiment besoin de montrer le chemin pour fournir l'assistance et ne plus compter seulement sur les banques. Jamie Dimon a dit qu'il y avait des menaces plus importantes que le changement climatique. Est-ce que le changement... Je lui ai posé la question, est-ce que le changement climatique est important? Il a dit oui. Et encore une fois, avec le manque de financement, les questions qui pourraient être posées aux banques, comment est-ce que vous continuez à leur dire que c'est quelque chose qu'ils doivent vraiment prendre en considération? Le changement climatique, je sais que dans les marchés africains, bien sûr, c'est plus facile à démontrer lorsque vous avez qui sont affectés au quotidien. Il y a un besoin clair pour cela. Mais comment est-ce que vous pouvez prendre cela en avant? Je suis très intéressé par les idées que vous avez par rapport à cela. Quand le reste du monde ne se mouille pas trop. Je pense que c'est une question d'intérêt personnel également. En tant qu'Africains, nous voulons être connectés au commerce international et aux réseaux internationaux. Et nous savons que les règles du jeu sont en train de changer. Et une partie du changement est que la frontière est la finance climatique. On veut en faire partie, cependant, on ne se sent pas suffisamment équipé pour participer. C'est là où l'intérêt personnel entre en jeu. Et bien sûr, également, en tant qu'investissement, destination d'investissement, chacun d'entre nous en Afrique, nous voulons que les investisseurs nous regardent avec les mêmes lunettes lorsqu'ils prennent des décisions ailleurs. S'il y a un fonds souverain quelque part, avec des résultats très spécifiques qu'ils veulent voir lorsqu'ils investissent dans nos pays, on devrait s'assurer de remplir les conditions. Nous avons été chanceux dans certains cas. Parce que lorsque vous testez, vous adoptez de nouveaux produits, vous voulez ressentir que cela vous donne les retours que vous attendez. Et ce qui montre que ça vaut la peine pour l'Afrique, c'est l'impact que ça peut avoir. Avec un impact, là où ira l'investissement ne sera pas important. Ce qui sera important, c'est que si c'est pour la durabilité, ce sera quelque chose de systémique. Cela va s'intéresser aux actifs que nous avons, y compris les actifs et les atouts naturels. Et nous en avons plusieurs en Afrique. Et là où il y a un besoin, en ce moment, c'est de développer ces produits qui vont répondre à ces besoins nationaux et qui vont pouvoir utiliser les ressources nationales. Dans notre discussion de préparation, on a parlé de la finance climatique. Oui, vous avez la finance normale et vous avez la finance climatique. C'est en fait intégré au financement en général. Oui, je voulais rebondir sur ce point en fait. De par le passé, le climat a commencé du point de vue des écologistes. Mais aujourd'hui, lorsqu'on voit ce qui s'est passé avec les catastrophes climatiques à travers le monde, tout le monde est conscient que si vous n'êtes pas quelqu'un qui cause le changement climatique, vous voulez au moins pouvoir y faire face. La conversation avec les banques passe par deux choses, la profitabilité et la gestion du risque. Et donc, le climat, pour eux, est une opportunité. Il y a de nouvelles
voie de croissance. On peut prendre par exemple la conversation autour du climat qui a mené à la chute des prix des panneaux solaires. Et cela a créé la chute des prix. Et cela a créé des opportunités pour les zones rurales qui ont utilisé les panneaux afin que leurs enfants puissent avoir accès à l'électricité et qu'ils puissent apprendre le soir. Et le fait de se focaliser sur le... Et bien sûr, nous devons avoir des portefeuilles qui prennent en considération le climat. Vous savez que ma famille qui est au Zimbabwe n'investit pas dans les panneaux solaires, même s'ils veulent être conviviaux à l'environnement. Bien sûr, cela montre quelques indicateurs de progrès, parmi lesquels nous avons l'émission d'obligations vertes. La BAD et d'autres institutions financières africaines ont commencé à émettre des obligations vertes. Nous avons le Nigeria et le Maroc, où nous sommes actuellement, qui font cela. Ces obligations financent l'énergie renouvelable, l'agriculture durable et des infrastructures résilientes face au climat. Nous avons aussi des politiques pour soutenir tout ce qui est réglementaire et pour encourager la finance durable. Nous avons la Banque centrale du Kenya, par exemple. Nous avons celle du Nigeria, qui a des principes de banque durable. Nous avons aussi des initiatives durables, comme celle de l'ABAD, qui fait la promotion du financement durable en finançant les projets verts. Ce qui requiert une conformité pour la réalisation des standards et des ambitions en termes de durabilité. Et donc nous avons du progrès qui a lieu aujourd'hui en Afrique et nous devons les pousser. Oui, tout à fait. Et donc, comment est-ce que le marché s'est développé ces dernières années par rapport à l'appétit, par rapport à ces outils de financement? Est-ce que vous pouvez partager quelque chose par rapport à cela? Oui, le marché s'est développé avec le temps et je suis sûr qu'avec les obligations vertes, et actuellement nous sommes au niveau de la durabilité des obligations durables. Je pense que 3 éléments parlent de cela. Le premier, c'est juste les secteurs qui sont compris par ces obligations, qui vont être pris en compte par ces obligations. Ça va être pour construire des bâtiments verts et aussi améliorer, mettre à jour et améliorer d'autres bâtiments. Ceci va aussi inclure tout ce qui concerne l'agriculture et la construction qui est couvert par ces obligations. La deuxième facette de pourquoi est-ce qu'ils sont très populaires est une nouvelle manière de se mettre en compétition pour les banques sud-africaines. Ce n'est pas comme si ça venait de se produire, c'est une sorte de concurrence. Et lorsqu'une banque va vers ce type d'obligation, tout le marché l'observe. Nous sommes toujours là pour voir d'où les investisseurs viennent, à quoi ils s'intéressent et quelle est la composition de cet investissement. Mais plus que toute autre chose, c'est le prix de ces obligations parce que nous commençons à voir le prix qui devient quelque chose de très important pour nos membres. Parce que l'information est publiée à la GSI. Toute personne qui est intéressée est en mesure de suivre
ce qui se passe au niveau de cette arène. Enfin, avec l'encouragement des gouvernements, cela devient un standard pour les banques d'être en mesure de démontrer au gouvernement qu'ils font partie de l'engagement, que lorsqu'ils vont à la COP ou à n'importe quel autre forum international, ils sont en mesure de dire nos banques nous soutiennent. Je suis intéressé par rapport à là d'où vient ce type de demande. Avec et donc Local, we also have a very vibrant pension funds industry, and they participate, and the insurance as well. The insurance sector, long-term and short-term, they also participate. So pretty much the whole financial industry would participate. Bonds are announced. Yeah, very good. Leila, you wanted to come in. No, I think I wanted to bring out a little bit also. Et donc, il y a beaucoup de disparités par rapport aux obligations vertes en Afrique. Tous les pays ne... Development. Yet, what's important, Ce qui, the green bond and raising funds. et donc, ce qui est important, c'est le parcours pour qu'une banque soit en mesure d'émettre des obligations vertes. Ils ont besoin d'avoir un cadre. Ils doivent identifier les actifs qui vont être déployés. Et ce parcours est en fait encore plus important que la destination. Parce que et cela les aide, bien sûr, non seulement à avertir, ou peut-être à l'avenir, mais la SFI doit bien sûr mener des conversations de ce genre avec les banques pour les aider à y arriver, à comprendre que le financement est l'un des résultats, mais ce n'est pas le seul escompté. Et bien sûr, ils peuvent aller vers les obligations vertes, ils peuvent commencer par des crédits verts, qui est un processus à mi-chemin. Mais ce que nous voulons savoir, c'est qu'il y a cet engagement au plus haut niveau des banques pour qu'il y ait ce changement de mentalité au sein des banques. Ce qui est également important, c'est la pression des pairs et aussi les comparaisons et d'apprendre les uns des autres. Parce qu'ils peuvent tous apprendre les uns des autres. Et quand ils sont les seuls dans leur banque qui se battent pour le verdissement, ils ne sont pas les seuls, c'est quelque chose qui est au niveau du pays. Oui, j'aimerais... Cela me ramène à quelques défis. Nous avons donc un manque d'expertise et d'outils. Nous avons des priorités économiques qui sont un grand défi parce que dans nos pays, le fait de faire face à des défis urgents et socio-économiques est quelque chose qui crée une certaine tension avec les objectifs de développement et socio-économique et ceux du développement durable. Nous avons aussi un problème d'infrastructure. Beaucoup de projets verts ont besoin d'un investissement en amont qu'on ne peut pas se permettre et qui peut être risqué et pas très attrayant sans qu'il y ait de mesures incitatives
pertinentes. Donc ce sont des défis auxquels nous faisons face et cela peut expliquer pourquoi vous avez différentes évolutions lorsque vous comparez des pays au sein du même continent. Encore une fois, les gens disent parfois, jeunes, que pensent les Africains? Que se passe-t-il en Afrique? Et je leur dis, lequel des 54 pays est-ce que nous parlons? Est-ce que nous parlons de l'Ouest, du Sud, du Nord? Ils ne sont pas tous au même parcours et à la même étape. Nous avons donc un petit peu d'extra time. Est-ce qu'il y a des questions ou des commentaires au niveau de l'audience? Je vais vous redonner la parole avant la fin du panel. S'il n'y a pas de questions, on peut poursuivre. Ou alors, juste réfléchissez à des questions pour la fin de la session. Nous allons vous donner l'occasion de les poser. Je pense qu'il est intéressant de parler de l'importance que donnent les banques à l'agenda vert. Et il semble que l'aspect réglementaire est important. Les banques européennes ont été encouragées par rapport au verdissement de leurs activités. Cela a été mentionné déjà auparavant, mais je me demandais, selon vos expériences avec les régulateurs, comment est-ce que cela s'est développé? Comment avez-vous travaillé avec les régulateurs pour vous assurer que cela se développe d'une manière qui vous semble équitable et faisable pour tout le monde? Je pense que notre point de départ était les besoins des pays plus les partenaires commerciaux que le pays a. Et c'était intéressant de voir qu'il n'y a pas de normes établies. Et donc notre réponse doit être suffisamment claire. On s'intéresse à ce que la Chine est en train de développer. C'est notre deuxième plus grand partenaire commercial versus ce que les États-Unis pourraient ou pourraient ne pas faire à cause de ce qui est politique versus ce que l'Union européenne veut et ce sur quoi elle insiste, et aussi le Royaume-Uni. Et donc l'Afrique du Sud est une petite économie ouverte. Lorsque vous devez répondre à ces différents régimes, vous vous retrouvez en train de créer quelque chose qui permet à vos entreprises de faire du commerce, mais nous sommes toujours conscients que vous devez vous aligner de manière très étroite avec là où la richesse est. Et donc cela affecte la manière dont vous choisissez quelle donnée est plus importante que d'autres. Et pour des questions de reporting, qu'est-ce qui est rapporté et comment est-ce que vous allez être affecté en termes de compétitivité. Et donc, nous avons beaucoup de défis liés aux données selon là où vous évaluez l'Afrique du Sud dans le monde. Oui, c'est quelque chose dont je voulais parler. Lorsque j'ai parlé avec le représentant du Cap-Vert, j'ai compris que c'était un défi pour eux. Je me demandais comment est-ce que vous vous projetez, les amis, par rapport à ces données climatiques. Je pense que nous sommes déjà toujours en retard. Il y a encore beaucoup de progrès à faire dans notre zone, en particulier en Côte d'Ivoire. Certains bons exemples en Afrique peuvent être inspirants. Et donc, cela dépend du niveau de développement des économies et des priorités des gouvernements. Je pense que c'est quelque chose à laquelle notre gouvernement devrait s'intéresser et promouvoir parce que nous avons besoin d'avoir cette économie robuste dans les pays afin d'avoir
le bon équilibre entre l'atténuation et la réduction. Quel est votre avantage par rapport à comment est-ce que les pays peuvent travailler pour avoir ce type d'économie robuste? Est-ce qu'il y a des modèles qui peuvent être suivis? Est-ce que cela va faciliter les choses? Ou est-ce que les défis sont les mêmes? Est-ce que vous avez une idée par rapport à cela? Bien. La question dans les différences entre les différentes économies ont été identifiées. À la COP, l'une des tendances majeures que j'ai vues au niveau de la Banque centrale de l'Azerbaïdjan est de travailler sur l'harmonisation et l'interopérabilité entre les différentes taxonomies. Cela parle à la fois aux opérateurs internationaux. Si vous êtes une grande banque active dans plusieurs pays, vous voulez être en mesure d'avoir un système cohérent de reporting. Mais cela s'applique aussi aux pays. Nous avons ce qui est européen, etc. Mais il y a aussi des efforts internationaux qui a établi leurs directives afin de rassembler sous la même groupe ces exigences de divulgation. Cependant, notre conseil au pays, et nous travaillons également avec les banques centrales et les régulateurs sur les taxonomies. Et tout d'abord, de s'assurer que quoi que nous fassions, cela peut être appliqué par les banques. Elles doivent être très conscientes des réalités des pays et de ses contraintes, ainsi que celles des acteurs. Comme Abdelmoumel l'a dit, et l'accès aux données. C'est très important. La banque peut avoir ou appliquer un modèle simplifié au lieu d'un modèle super compliqué et précis, alors qu'elle n'a pas les ressources de l'appliquer. La réalité des pays et le système bancaire, et ça c'est le rôle des associations bancaires, cela doit être reflété auprès des régulateurs. Et ceci est important. Encore une fois, l'objectif est d'être proche, mais pas nécessairement précis, d'être en mesure de mettre en place quelque chose qui peut fonctionner pour beaucoup. Donc, sans avoir besoin d'être très stressé par rapport à cela, oui, tout à fait. Est-ce que vous pouvez dire, par rapport à vous en Afrique du Sud, comment est-ce que vous pouvez voir ces données? Et quelles sont les leçons que les autres peuvent tirer? Eh bien, ce serait à la Banque centrale de travailler à créer d'abord les modèles et à donner des directives très précises à l'industrie bancaire par rapport à ce sur quoi ils seront examinés. Pour notre part, les banques sud-africaines font partie de la Fédération internationale des banques. Ça aide. On va vers l'IBFED et on écoute ce que les autres banques, ce à quoi les autres banques font face à l'international, et on compare et assure le suivi d'où on veut être. C'est très peu probable d'être le premier à l'international, mais on a des régulateurs qui sont conscients des besoins d'être en concurrence et de créer un environnement compétitif pour les investisseurs en Afrique du Sud. Nous obtenons l'exposition dont nous avons besoin et nous sommes aussi acteurs de ces normes. Cela nous a aidé aussi que, même sur des questions
d'intégrité pour nos systèmes. On constate que les associations professionnelles en Afrique du Sud sont très internationales. Les professions de la comptabilité et de l'audit font également partie de cet effort. Ils vont vers les différentes plateformes internationales et ils reviennent, s'asseyent avec le GSI et examinent réellement les normes des rapports. Et je dirais que nous avons créé notre propre voie de graduation sur où aller et comment y arriver. Pardon? À vous. Pour la zone Côte d'Ivoire, je dirais que j'ai 2 points à mentionner. Notre banque centrale doit incorporer le risque climatique dans les exigences, ce qui permettra d'adapter les règles du capital afin de refléter les risques climatiques, ainsi que de présenter des produits verts afin d'encourager le financement durable. J'ajouterai un autre point, le développement des directives de supervision. Nous devons donner à nos banques des directives claires sur comment identifier les mesures et gérer les risques climatiques et établir les meilleures pratiques. L'Afrique du Sud est un bon exemple pour l'intégration du risque climatique. Si nous travaillons sur ces 2 points, cela nous aidera à réellement intégrer la finance climatique au mode de fonctionnement de nos banques. Vous avez parlé de vos pairs à l'international, les associations internationales avec lesquelles vous travaillez. Le premier smartphone a été développé par BlackBerry et maintenant BlackBerry n'est plus nulle part. Mais avoir accès aux meilleures pratiques et partenariats, voilà la clé. En plus du côté international, l'initiative africaine de banque verte de la Banque africaine de développement, qui est sponsor de cette initiative, c'est une initiative panafricaine, mais en même temps, nous avons des blocs régionaux, la SADC en Afrique du Sud, la Communauté d'Afrique de l'Est. Quel rôle les initiatives de la Banque verte africaine ou d'autres initiatives peuvent-ils jouer, ou encore les groupes sous-régionaux? Quel est leur rôle au niveau de la normalisation et de la mise en œuvre de la finance climatique? Ça a du sens comme question? Oui, eh bien, je ne peux pas parler pour les autres sous-régions, je vais parler de celle de la SADC. Dans la SADC, nous avons compris que nous n'avons pas de plateforme d'information, de partage d'informations, et nous avons invité l'IFC à venir partager, nous parler du développement durable, partager son expérience. La grande question ici n'est pas là, le produit, mais le parcours, ainsi que d'offrir un cadre. L'Afrique du Sud a commencé. Vous voulez vous assurer que les voisins soient au même point avec vous. Et nous avons le choix. Ça peut être l'IFC, ça peut être un autre partenaire, mais c'est très rare de trouver une banque qui téléphone d'autres. En fait, ils échoueraient face à la commission de la concurrence. Et on aurait besoin d'une conversation curée dans cet espace. Et en tant que Sud-Africains, nous mettrions tout sur la table pour dire voilà où nous avons commencé avec notre trésorerie nationale, voilà les directives politiques, voilà comment elles affectent la manière dont les banques font leur travail, et voilà les défis. Une fois qu'on a ce partenaire crédible, ce sera facile de mettre toutes ces informations en place pour un partage transparent. Nous n'avons plus beaucoup de temps. Le temps s'écoule. Y a-t-il des questions du public ou des remarques?
Voyons. Je vais poser une autre question en l'absence de questions du public. Nous avons parlé précédemment d'une vision globale à partir de l'expérience ici sur ce continent. Peut-on gérer la finance durable et dire que cela fait vraiment partie de la finance mainstream? Où le mettriez-vous? Où le situeriez-vous? Sommes-nous arrivés? Est-ce toujours un combat? Comment voyez-vous les choses? Je dirais que nous sommes loin du mainstream. En tout cas, je parle dans les marchés émergents en général. J'ai vu les statistiques, l'Afrique où les obligations vertes. En Afrique, les émissions vertes représentent 0,1% des émissions mondiales. L'Amérique latine, on en est à 0,8%, 0,3, 0,8%. Ce n'est rien par rapport aux 280 milliards de dollars par an estimés. Nous avançons bien, mais nous devons aller beaucoup plus loin et accélérer beaucoup plus. La finance durable en elle-même, les obligations durables, font toujours partie du marché mondial des capitaux. Nous avons besoin d'un marché des capitaux qui fonctionne au sein de notre continent. Mais pendant que cela arrive, nous pouvons toujours accélérer les prêts verts ainsi que les institutions financières non bancaires qui sont très efficaces pour pallier aux lacunes laissées par les banques. Mais je suis vraiment optimiste après ces 2 jours. En revenant de Bakou, j'ai vu la présence des pays africains au niveau individuel ou en tant que groupe au pavillon qui ont montré leur parcours avec le climat. Et pour moi, cela m'a ouvert les yeux et montré que non seulement les gens sont conscients, mais c'est une question presque de survie du fait de l'adaptation. Mais ce que j'espère, c'est le rôle de la technologie. L'Afrique a l'occasion, avec la technologie dont il dispose, on en parlait ce matin, Actex. L'Actex, aujourd'hui, peut être l'encre pour une agriculture climatique intelligente. La sécurité alimentaire, la FinTech peut apporter les FNI dans la chaîne de valeur durable mondiale. La technologie est une opportunité d'avancer à la fois en termes de développement et d'avancer au niveau de la conversation sur le climat, de progresser vers un avenir de résilience climatique et également d'opportunités financières. Comme nous l'avons entendu hier, l'avenir est radieux. L'Afrique a un long historique de technologies de pointe, employées d'une manière très novatrice. Êtes-vous optimiste sur le fait que la finance climatique va devenir de plus en plus mainstream en Côte d'Ivoire et à un niveau plus vaste? Tout à fait. C'est un sujet qui nous intéresse aujourd'hui dans la région. Cela nous permettra de répondre à notre besoin de base qui est l'accès aux capitaux. Tant que nos gouvernants et nos banques centrales, nos banques, nos clients encouragent des projets relatifs au climat, cela permettra aux banques de se concentrer sur la finance climatique. Il y a de la place et nous avons besoin de nouvelles expériences et surtout de capitaux. Nous avons eu un panel à ce sujet précédemment. En Afrique du Sud, vous avez beaucoup avancé déjà.
Êtes-vous optimiste qu'en avançant, vous pourrez aller encore plus dans le vert? Oui, c'est nécessaire d'aller encore plus dans le vert. Nous sommes partis, nous sommes en route, avec cette statistique de l'Afrique à 0,3%. Je ne sais pas quelle est la part de l'Afrique du Sud dans ces 0,3%. Nous devons faire plus. Eh bien, nous espérons que l'année prochaine, lorsque nous reprendrons ce panel, ce sera plus. Merci beaucoup aux acteurs du panel. L'Afrique du Sud, on est à 25% au niveau continental. Eh bien, nous espérons que cette proportion va se réduire, non parce que l'Afrique du Sud ralentit, mais parce que les autres pays avancent. Merci à tous les membres du panel, c'était une très belle discussion. Merci.